Bonjour à tous. Comme Saint-Exupéry, qui tôt dans sa vie a cessé d'expliquer son dessin du chapeau, du boa, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai assez tôt cessé de vouloir expliquer Le Petit Prince. Car ce livre ne peut être compris par ceux qui ont besoin d'explications. C'est là sa plus belle performance d'ailleurs. Il inclut tout le monde, l'humanité entière peut-être, sauf ceux qui ont encore besoin d'explications. À cela seul, il résiste. Donc n'attendez pas cela de moi aujourd'hui. Car ce livre m'a touchée. Pour tout vous dire, je partais de loin. À 26 ans, je ne l'avais toujours pas lu, pas même ouvert. Comprenez-moi, un livre adoré de tous, consacré par tous, partout, ne pouvait décemment pas m'intéresser. Ce n'était ni latin, ni grec, certainement pas du Racine, encore moins du Baudelaire, et puis l'histoire d'un petit garçon et d'un mouton. Autant vous dire que le jour où je l'ai ouvert, je n'étais pas dans mes meilleures dispositions. Plus exactement, où on me l'a ouvert. On m'a lu un chapitre, un seul, vous savez, celui avec le fameux renard. Celui où il offre son désormais légendaire conseil, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'avais alors 22 ans. Et bien dans cette lecture, ce n'est nullement la chute qui a retenu mon attention. Je crois même qu'à l'époque, je ne l'avais pas vraiment comprise. Non, un autre passage m'avait interpellée. Celui où le renard signifie au petit prince, qui visiblement manque de constance ou du moins de ponctualité, et lui dit très exactement « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit-il, si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » S'habiller le cœur, ça m'avait vraiment intriguée. Pas assez pour me pousser à lire les autres chapitres, non, mais suffisamment pour laisser une trace quelque part. 4 ans plus tard, alors que j'en suis moi-même à l'étape de l'apprivoisement, pas par un prince, mais par un volatile jeune homme, je me retrouve à souffrir de l'imprévisibilité de celui-ci. Rendez-vous qui changent, plans de dernière minute, annulations parfois arbitraires, alors même que je n'aime rien sinon la spontanéité, l'authenticité et l'imprévu. Je ne sais pas comment gérer ce moment-là d'incertitude. Un soir dans mon lit, je pense. Mais alors pourquoi, alors que je peux sur un coup de tête changer de pays, changer de métier, changer de langue, pourquoi alors que l'inconnu ne me fait pas peur? Je me retrouve ainsi touchée par ce qui ressemble à de simples questions d'agenda. Et alors je pense m'habiller le cœur. Et je sais que c'est de cela que je souffre. Ni une ni deux, je cherche sur mon ordinateur, Petit Prince PDF, évidemment beaucoup plus efficace, j'ouvre l'outil de recherche, je tape « habiller le cœur », histoire de ne pas avoir à lire le reste, et ce que je lis, eh bien, met tout simplement de la lumière sur mon brouillard de guerre intérieur. J'étais comme le renard, j'étais prête à tisser un lien, mais pas à n'importe quel prix. Et j'ai compris que vouloir le bonheur sans l'inquiétude, c'est vouloir aimer sans risque. Ça, je le comprenais. Mais j'avais aussi le droit de demander à quelle heure dois-je m'habiller le cœur? À quelle heure puis-je compter sur toi? L'imprévisibilité force l'esprit à rester en alerte, à surveiller, à anticiper. Trop d'imprévisibilité empêche de rêver. On ne peut pas rêver quand on guette. J'ai compris que c'était cette sacralisation de la forme, sa prévisibilité qui laissait l'espace à l'imprévisibilité de la magie du fond sur le moment. À 4 heures, tous les jours, nous nous verrons. Ça, on en est sûr. Et puisque nous en sommes sûrs, nous sommes sécurisés. Et alors, à 4 heures, nous serons capables de rêver de tout. À 4 heures, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera ressenti sera ouvert, incertain et libre. La même nuit, j'ai enfin lu Le Petit Prince en entier. Depuis cette nuit-là, je ne l'explique pas. Je le traverse. Sauf que droit devant soi, paraît-il qu'on ne peut pas aller bien loin. Alors aujourd'hui, cher public, je nous invite à prendre une courbe. Oui, une courbe, ce genre de péripétie qui nous fait comprendre que la vie n'est pas rectiligne et que c'est sans doute mieux ainsi. Mais que comme certaines expériences doivent être vécues et non racontées pour que la courbe soit harmonieuse, j'arrête là mes souvenirs de jeunesse et je vous parle de notre présent. Un peu plus tôt, je vous évoquais les rites. Le printemps des technologies est un rite, lui aussi. Et j'étais là l'année dernière, dans une tenue un peu différente. Il y avait le latex, les lunettes, la totale, mais j'étais là. Et il y a un an, je vous ai dit au revoir sur ces mots. L'avenir ne consiste pas à choisir entre l'humain et la machine. Il s'agit de choisir quelles parties de notre humanité sont non négociables. Il s'agissait de reconnaître que l'opposé de l'artificiel n'est pas le naturel, c'est l'authentique. Et sur un choix, à l'époque, que choisirez-vous, Néo, le crépuscule confortable de l'humanité ou son aube désordonnée et magnifique? Et un an plus tard, où en sommes-nous, Saint-Raphaël? Voyez-vous plus de désordre? Nous vivons dans une culture qui exige de rendre compte de tout, noter, commenter, analyser, spoiler, débriefer. Nous récompensons l'explication de l'œuvre plutôt que l'œuvre elle-même. Le Petit Prince lui-même n'y échappe pas. Il est aujourd'hui un des livres les plus analysés, disséqués, expliqués au monde. Livre le plus traduit, après la Bible.
Il reste un monument du patrimoine immatériel. Comment expliquer un tel triomphe? Non seulement il fonctionne comme un miroir à géométrie variable, il contient suffisamment peu de détails concrets pour que chaque lecteur y projette ce qu'il porte quand il le porte. Un enfant, une aventure, un amoureux, une relation, toxique ou magnifique, ça dépendra un peu de ce que vous vivez. Mais surtout, il échappe à une analyse complète. Avec une économie de mots qui ferait pâlir d'envie de ChatGPT, il peut tout dire, ou presque. Le monde dans un grain de sable de moins de 100 pages. Et depuis 1943, le texte de Saint-Exupéry résonne, sans chercher à résoudre. Et c'est ça qui est très très fort, et je vais vous expliquer pourquoi. Faisons la route qu'il a fait et rencontrons quelques personnages qui l'ont défini. Et l'un d'eux est bien d'ailleurs incapable de faire raisonner sans résoudre. C'est le businessman. Il possède les étoiles, je ne sais pas si vous en souvenez. Il les compte, il les recompte, et il les place dans des banques, et il met leur petit nom dans un petit tiroir, et ça lui suffit. Il les a, il les possède théoriquement, et il est très heureux comme ça. À l'inverse, et c'est ce que nous apprendra le livre, la rose est unique. Elle n'est pas belle, elle devient belle parce qu'on l'a arrosée, protégée, écoutée. Parce qu'on a perdu du temps. Des milliers de roses identiques n'y changent rien. Et si l'on s'y penche, c'est là le processus inverse, total, de ce que peut faire un usage un peu béat de l'IA générative. L'IA générative, attention, cette partie-là, ça va être un peu... Elle intègre des milliards de productions humaines. Donc elle avale littéralement l'histoire et des siècles de production humaine. Elle en extrait ce qu'on va appeler des patterns statistiques. Elle va recombiner ces patterns à la demande. Donc en gros, c'est comme si, vous voyez ces spectacles un peu de drones où on a les mêmes drones qui peuvent changer de forme, c'est un peu dans la même idée. Elle va prendre tout ce savoir-là et elle va le recombiner et en faire une autre sorte de bouillie en fonction de la demande qu'on va lui avoir. Et donc elle donne l'apparence du singulier, mais ce qu'elle produit est en réalité la moyenne la plus probable de ce qui a déjà existé. Elle simule le particulier depuis le général. Elle fait la meilleure moyenne. Et ça, c'est l'inverse de l'unicité. C'est l'homogénéisation. Et c'est celle de l'image, de la pensée, de la culture, si on reste dans un usage béat. Parce que cela va plus vite, parce que c'est plus efficace, c'est plus performant, mais c'est homogène. Pourquoi, après tout, ne pas boire de l'eau en pilule, comme le propose le marchand? On en avale une par semaine et plus besoin de boire. C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait les calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Avec l'IA, ce que l'on économise, ce sont des milliers de minutes, des centaines d'heures. Mais quel goût à l'eau? Elle n'a pas le goût de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie ou de l'effort de nos bras, lorsque Saint-Exupéry, le Petit Prince, trouve finalement un puits au bout de 3 jours de marche dans le désert. Et le Petit Prince, lui, avec ses 53 minutes, il marche très très lentement vers la fontaine. Ça nous pose une question qui est: que délaissons-nous en échange du confort et de l'instantanéité? Alors on se rend avec lui chez le géographe, qui est un autre des personnages qu'il croise, qui prend bien tout en note, tout le savoir géographique, géologique, géothermique même de l'humanité, si précis qu'il pourrait tout aussi bien être historien. Il note tout dans le moindre détail du moment que celui-ci ne puisse pas faner. Et c'est pourquoi il ne note pas les fleurs, parce que les fleurs, c'est périssable. L'IA, elle aussi, cartographie, indexe et synthétise. Encyclopédie à nul autre pareil, elle rend compte avec précision de chaque fait historique, mouvement politique connu de l'homme. Elle connaît par cœur Maximilien Robespierre. C'est l'un des personnages de la Révolution française les mieux archivés qui soit. Ses discours sont transcrits mot pour mot, ses votes à la conversion répertoriés, ses positions analytiques analysées depuis 2 siècles par des milliers d'historiens. On sait ce qu'il a dit le 8 Thermidor à 16h. On connaît même le nom de sa logeuse. Et pourtant de lui, l'IA ne sait rien. Presque rien sur ce qu'il faisait rire, sur ce qu'il ressentait en rentrant chez lui après avoir envoyé des amis à la guillotine. On ne sait pas vraiment s'il dormait, s'il avait peur, s'il avait du remords. Parce que finalement, on ne sait rien de ce que c'était à l'intérieur, Robespierre. Peut-être que ce n'est pas assez sérieux aux yeux de l'histoire, ou trop inconfortable de se pencher sur l'émotion et le vivant d'un homme qui incarne la destruction et la mort. Parce qu'au fond, nous, qu'est-ce qu'on aime? Rien de plus que le confort. On n'aime pas ça, l'inconfortable. On aime la facilité. Notre société moderne est entièrement designée dans ce sens. Je ne mentionnerai pas les fameux Uber et toutes ces choses-là qui nous entourent et que, personnellement, j'adore utiliser. Mais l'IA, plus que tout autre, répond à ce besoin d'efficacité et pousse ce besoin d'efficacité au-delà de la simple gestion matérielle de la vie. Elle crée de l'efficacité dans la gestion interne de nos pensées et de la façon dont on va utiliser notre langage. Et c'est ça qui est tout à fait différent de toutes les formes de confort qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et je suis la première à m'y perdre. À la moindre question, je demande à mon assistant personnel virtuel, je ne cherche plus, il trouve tellement vite, il se souvient tellement mieux. Je n'ai même pas le temps de bloquer, de râler et surtout pas le temps de tomber en panne. Car l'intuition dominante est que la friction est un problème à résoudre, constamment.
et l'IA résout les frictions. Ce n'est pas tellement qu'elle pense à notre place, c'est qu'elle nous déshabitue à l'état intérieur qui précède la pensée. Ce moment de suspension, d'inconfort, de non-savoir, elle est la machine ultime, réponse fluide, convaincante, immédiate. Elle court-circuite cet inconfort qui précède ce qu'on appelle la pensée profonde. C'est une machine à résoudre avant qu'on ait fini de ressentir. Or, en supprimant les zones de rupture, de silence et d'inconfort, supprimons-nous les conditions mêmes dans lesquelles le sens surgit. Supprimons-nous les pannes dans le désert. Ce livre entier naît d'une panne. Sans panne, pas de solitude et de désespoir. Sans solitude et désespoir, pas de livre. Sans livre, pas de Petit Prince. Sans Petit Prince, il manquerait quelque chose, non ? Un grand philosophe du XXe siècle, Isaiah Berlin, a distingué deux façons d'être libre. La première, il l'appelait la liberté négative. Personne ne vous interdit rien, aucune contrainte extérieure. Le Graal, pour certains. Liberté absolue. Rien ne m'empêche, je peux tout faire. La seconde, il l'appelait la liberté positive. La capacité réelle à se gouverner soi-même. Savoir ce que vous voulez, vraiment. Choisir votre vie, pas juste l'absence d'obstacles. Savoir ce qui vous fait plaisir et vous donner les moyens d'y arriver. Si vous voyez où je veux en venir, c'est que dans l'abondance qui nous entoure, l'IA incarne cette absence de contraintes. Vous pouvez tout lire, tout chercher, tout demander. Elle ne juge pas, ne contredit pas, ne fatigue pas. Disponible à 3 heures du matin pour n'importe quelle question. En permettant à tout, elle ne vous force pas à choisir. Vous posez une question, vous recevez une réponse. Sauf qu'en fait, l'IA elle-même, elle choisit. Sa réponse, une seule, synthétisée, ordonnée, fluide. Ce que vous ne voyez pas, c'est les 10 000 textes contradictoires qu'elle a traversés pour vous donner 4 paragraphes. Les débats non tranchés, les voix minoritaires écrasées dans la moyenne, les nuances qui n'ont pas survécu à la forme. Et souvent, vous vous en fichez. C'est ça, une utilisation béate. Ce qui vous a été épargné, c'est le trouble. Pas exactement dans ce trouble-là qu'on forme un jugement, justement. C'est l'effort qui permet de former ce jugement. C'est cet inconfort, c'est cette contradiction intérieure qui permet d'avoir une sorte de colonne vertébrale de ce que vous pensez, de ce que nous pensons à titre d'individu, de famille, de mairie, de nation. Et c'est exactement ça qui vous vole votre liberté, celle de savoir ce que vous voulez, vous pensez, et ce que vous choisissez d'ignorer. D'ici 10 ans, si nous ne choisissons pas consciemment, nous risquons de devenir des prolétaires cognitifs, des gens qui ont accès à toutes les réponses, mais qui ne savent plus formuler une question. Cher public, si hier je vous disais « Wake up, Neos », aujourd'hui je vous murmure « Remember ». Rappelez-vous que ce que nous traversons n'a absolument et strictement rien de vraiment nouveau. Ce sont des questions simplement exacerbées par un outil qui nous imite. L'IA est un miroir tendu à notre civilisation. Elle offre le confort et nous force à nous demander si nous savions vraiment à quoi servait l'inconfort et ce que nous en faisions. Elle offre l'immédiateté et révèle que nous n'avions peut-être pas réfléchi à ce que le temps long produisait en nous et chez nous. Elle offre la réponse et expose que nous n'avions peut-être jamais vraiment habité la question. Et enfin, elle offre l'assistance et pose la question la plus difficile pour une civilisation moderne et développée comme la nôtre, qui se croit libre. À partir de quel niveau de confort commence-t-on à perdre le fil ? Notre société n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour lentement se mettre à la dérive. Et c'est pourquoi le livre de Saint-Exupéry déborde d'actualité. Car le monde n'a pas encore tant changé au fond. L'IA est simplement le catalyseur d'un moment historique. En chimie, un catalyseur, c'est une substance qui accélère une réaction sans en faire partie, sans se transformer elle-même. Nous, ici, nous sommes la réaction. Nous sommes la boîte de pétri. L'IA est notre catalyseur. Et comment allons-nous réagir ? Ce qui est assez chouette, c'est qu'a priori, et contrairement à une boîte de pétri, on a le choix. Et l'IA nous transforme, parce qu'elle est le bullshitter parfait. Et en le devenant, elle nous force à nous demander depuis combien de temps notre production intellectuelle était déjà du bullshit. C'est gênant, mais il était temps de clarifier. On se mettra enfin à distinguer forme et fond, une sorte d'aperçu d'à peu près texte propre d'un vrai travail d'expert. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Sur le confort, nous allons enfin commencer un travail sociétal visant à voir quelles souffrances sont des épreuves qui nous révèlent et quelles souffrances ne sont que des douleurs arbitraires. Loin de moi, l'idée de tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui nous forment et il y a des choses qu'on peut s'éviter. S'il faut du temps, de l'effort, des attentions et des disputes pour faire fleurir une rose unique, avons-nous vraiment besoin d'en donner autant à une administration sans cesse plus complexe ? Toute une génération a passé des heures, et puis a priori la vôtre,
et des journées à remplir des formulaires, chercher des cases, produire des justificatifs. En êtes-vous sorti grandi? Pas sûr. C'est de l'énergie vitale transformée en poussière. Un enfant dyslexique va passer l'essentiel de son énergie cognitive à décoder des lettres et potentiellement 10 ans à se croire stupide. Énergie qui n'est pas disponible pour penser, explorer. L'IA, comme outil de lecture assistée, peut libérer cette énergie vers ce qui compte vraiment. Voyez comme on peut en conscience choisir là où l'inconfort nous grandit comme espèce et là où il nous abrutit, comme des veaux. Et un peu comme finalement le petit prince qui prend soin de sa planète. Et je vais vous lire un petit extrait. En effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines et de bonnes herbes, et de mauvaises graines et de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent la fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut l'arracher aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient des graines de baobab. Allons-nous cultiver des roses ou des baobabs? Choisissez votre urgence, parce que c'est littéralement la seule du livre. Nous ne vivons donc pas un tournant technologique. Le vrai tournant, il est anthropologique. Et le tournant technologique n'est qu'une excuse, qu'un tuteur. La question n'est pas « que peut-on faire de l'IA ?» La question est quel type d'être humain voulons-nous rester capables de produire? Quel cerveau? Avec quelle capacité d'intention? Avec quelle capacité de pertinence? Avec quelle acceptation de la contradiction? Avec quelle capacité de concentration voulons-nous voir grandir chez les jeunes générations? Même si cela nous concerne d'ores et déjà tous. Et nous avons besoin de temps, d'inconfort et de pensées profondes pour y répondre. On doit le ressentir dans nos cœurs, dans nos tripes. Il n'y a pas de fast track pour ça. Alors il y a des rituels comme celui-ci, chaque printemps, chaque année, d'autres rites. Il en faut plus, encore plus. Il faut en remettre pour arracher les baobabs et perdre du temps pour les roses. Car en 2026, l'humain est la seule espèce qui court encore vers l'impossible, qui choisit encore le risque quand il pourrait choisir le confort, qui préfère l'aube désordonnée au crépuscule confortable. Aucune IA ne vous attendra à 16 heures. Aucune ne commencera à s'agiter à 15 heures, à s'inquiéter, à découvrir le prix du bonheur. Aucune ne saura jamais à quelle heure s'habiller le cœur. Et surtout, aucune ne nous aidera à retrouver notre planète. Ce chemin-là est non prédictible, statistiquement impossible, et il ne ressemble à rien de ce qui a déjà existé. L'IA peut seulement nous aider. Telle est notre quête, suivre l'étoile.